Drugy, on a beaucoup parlé de votre démission il y a quelques jours. Quand a éclaté l'affaire Griveaux, vous avez quitté le gouvernement l'été dernier après des révélations sur des épisodes de votre vie de président de l'Assemblée nationale. On se souvient notamment de la photo des homards. Lui abandonne sa candidature à Paris après des révélations sur sa vie privée. Qu'est-ce qu'il y a de comparable entre les deux ? Ce sont évidemment toujours des situations différentes, mais ce que l'on peut voir d'une certaine façon, ce sont des phénomènes communs. C'est l'emballement médiatique qui part d'Internet, qui part d'images, de photos, de vidéos. On ne part pas de réalité. On part de petits morceaux extraits. Vous avez vu que... C'est un morceau de réalité, si vous Oui, mais dans ce qui est reproché, selon en tout cas M. Pawlenski à Benjamin Griveaux, c'est sur la base de petits extraits d'échanges privés. Oui. Et là, c'est très grave. Je peux dire aussi en avoir été indirectement victime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on viole les communications privées, on extrait des images pour ce qui concerne Benjamin Griveaux, d'une communication privée. C'est comme si autrefois, on ouvrait votre courrier et que dans votre courrier, on découvrait telle image ou tel propos et qu'on les mettait sur la place publique. Pendant longtemps, on a dit la liberté essentielle, le droit le plus fondamental de tout citoyen, c'est la protection de sa vie privée. La différence entre un régime totalitaire qui veut tout contrôler et un régime démocratique qui protège les citoyens, c'est justement de ne pas violer les communications privées, de ne pas ouvrir le courrier. Alors maintenant, c'est électronique, mais on devrait avoir exactement le même raisonnement. Oui, la différence, c'est effectivement l'image aussi, c'est les photos. Les photos, c'est la puissance dans votre cas, c'est les photos d'un sexe à l'air pour Griveaux et la propagation de ces photos. C'est ça aussi qui tranche avec les outils et c'est bien pour cela qu'il faut avoir une réflexion particulière sur la puissance d'Internet. Les ressorts sont toujours les mêmes. On veut se venger, on veut nuire, on veut démolir la réputation. Les rumeurs, ça a toujours existé. Au départ, ça a commencé par une rumeur sur Benjamin Griveaux. Mais en revanche, ce qui est nouveau, c'est la puissance d'Internet. C'est qu'aujourd'hui, la moindre personne qui publie un tweet, elle va avoir peut-être plusieurs centaines, plusieurs milliers. Et puis alors, si c'est viral, comme on dit, mais viral, ça veut dire quoi? C'est un virus qui se répand et qui rend malade. Eh bien oui, je crois que ça rend malade notre société. Ça donne la fièvre, cette fièvre médiatique qui aujourd'hui, à tout moment, peut monter. C'est quelque chose dont on devrait s'inquiéter. Vous permettez, il y a quand même toute petite différence entre les deux affaires. C'est qu'effectivement... Il y en a beaucoup. Il y en a une quand même qui est assez fondamentale. C'est que concernant Griveaux, c'est une affaire de sexe entre adultes consentants. Donc c'est strictement de la vie privée. En ce qui concerne votre affaire de l'été dernier, il y avait au départ une mise en cause possible de l'utilisation d'argent public. Est-ce que vous admettez cette différence de nature? Je ne dis pas du tout que les choses sont identiques, heureusement, dans les deux sens. Mais ce que je vois, et les leçons que j'en tire, c'est qu'on a affaire à des phénomènes qui se répètent. Et qui se répètent pas simplement par rapport aux politiques. Et j'ai envie de vous dire, c'est presque secondaire que ça touche des politiques. C'est la société dans son ensemble. Oui, mais ça se voit plus quand c'est des politiques qui sont empêchés. Parce que là, on voit bien que ce sont des stratégies d'empêchement. On n'est pas dans le débat. Si on est dans le débat où on demande des comptes, on me demandait des comptes quand j'étais président de l'Assemblée nationale. Tout à fait normal. On demande des comptes à M. Griveaux, qui a été ministre et qui était candidat à la mairie de Paris. Tout à fait normal. Mais là, vous avez remarqué qu'on ne demande pas des comptes. On cherche à empêcher. Et d'ailleurs, ceux qui le font, sur la vie privée, ça ne se défend pas. Ceux qui le font, d'ailleurs, assument que ce sont des stratégies d'empêchement. Piotr Pawlenski, hier, en sortant de sa garde à vue, il a dit « Je suis à Paris, je suis dans l'élection municipale, donc j'agis ». Espèce de transitivité. Donc c'est quelque chose d'autant plus grave qu'on voit bien que tout ça balaye le débat démocratique, balaye l'échange d'arguments rationnels. Mais vraiment, on est vraiment dans l'empêchement. Vraiment, quand vous dites que la démocratie est en danger, c'est pas un peu exagéré? Non, j'ai entendu le secrétaire d'État au numérique, il y a quelques jours, Cédric O, dire quelque chose de très intéressant. Il dit aujourd'hui, on a tendance à minimiser quand ça se passe sur Internet, comme si c'était virtuel, comme si c'était un autre monde. Oh ben, on peut s'insulter, on peut appeler à la haine, appeler parfois même à des choses plus graves. Sur Internet, on diffuse l'adresse des gens. Regardez cette jeune Mila.
là aussi, l'embrasement sur Internet qui a failli mettre sa vie en danger. Et on devrait au contraire se dire que c'est plus grave. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup plus d'impact. Et dans la vie réelle, cette fois-ci. Pas dans le virtuel, dans la vie réelle. Par parenthèse, ça vous poursuit toujours, cette histoire de cette image de Omar? Ça vous poursuit Moi, je ne fais pas de sondage pour savoir ce qu'il en est. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de gens viennent me voir dans la rue, des gens que je ne connais pas, que ce soit à Nantes, où je suis élu depuis longtemps, que ce soit à Paris, ou que ce soit dans d'autres régions de France, lorsque je suis en déplacement, et qui me disent « mais c'est complètement délirant ». Justement, on est sorti de la réalité. On est passé à un emballement et on est passé l'emballement à écraser la réalité. Regardez, on parlait juste avant du travail fait sur l'énergie, sur Fessenheim. Vous savez aussi que l'année 2019, on a eu le bilan d'émissions de CO2, donc de l'effet de serre produit par la production d'électricité. Ça a baissé. Voilà, c'était ça mon travail de ministre. C'était pas de répondre à des attaques venues et propagées sur Internet. Vous avez démissionné 6 jours après l'article de Mediapart. Il n'y a pas eu de mise en cause judiciaire. L'enquête de l'Assemblée a abouti finalement, entre guillemets, à un non-lieu, même si ce n'est pas ça. Vous avez remboursé les 3 dîners qui étaient mis en cause, mais vous avez démissionné. Et on s'est posé la question avec Benjamin Griveaux, en tout cas certains l'ont posé. Est-ce qu'il devait démissionner? Parce que dans le fond, ça donne aussi raison à ces méthodes. Ça donne de la force à ces méthodes si, aussi vite, on arrive à faire démissionner quelqu'un de son poste parce qu'il y a une mise en cause qui n'a pas lieu d'être, entre guillemets. Donc, je crois pouvoir dire d'expérience que c'est difficile de se mettre à la place... Non, mais c'est difficile de se mettre à la place de celui ou celle qui vit cela et qui se retrouve là dans une situation où c'est extrêmement difficile de se défendre. C'est difficile d'ailleurs de se défendre même contre la rumeur, puisqu'au début c'était une rumeur. Vous avez essayé de vous défendre et ça n'a pas pris. Oui, nous sommes face en effet à des attaques pour empêcher le responsable politique de faire son travail. Et c'est là une différence avec d'autres attaques dont sont victimes, encore une fois, des lycéens dans leur lycée, peut-être des enseignants d'ailleurs, et ainsi de suite. Et toutes les professions pourront être touchées parce que Internet, de ce point de vue-là, c'est global. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est face à une stratégie d'empêchement, avec un emballement médiatique extrêmement puissant, eh bien, à un moment donné, il y a une nécessité de prendre du recul pour se défendre, parce qu'en effet, on ne peut plus se défendre qu'en ayant pris ce recul. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions, par exemple celle d'Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, qui a tweeté et qui l'a dit d'ailleurs, il faut condamner fermement la diffusion de ces images qui n'avaient pas vocation à être publiques, mais qu'un ministre puisse faire ce genre d'envoi, c'est d'une légèreté incroyable. Eh bien, comme souvent, tranquillement, l'air de rien, on transforme la victime en coupable. Voilà, c'est ça qui se passe souvent dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on dit au départ, ah oui, il y a une question de principe, mais comme la question de principe, elle touche un opposant politique, eh bien, on transforme comme ça, en quelques phrases, je l'ai entendu, Olivier Faure, en quelques phrases, lui qui est patron d'un parti, le Parti socialiste, vous vous en souvenez quand même, qui a lui-même été confronté à des problèmes de ce type à une certaine époque, et où à ce moment-là, les socialistes défendaient ceux qui étaient mis en cause dans leur parti, eh bien tranquillement, on passe d'un débat de principe à une attaque personnelle. Ça dit quoi? Ça veut dire que c'est pavlovien, décidément, l'opposition en France? Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il y a eu un sondage qui a été fait récemment qui montre qu'il y a 2/3 des électeurs et des sympathisants de la France insoumise et la moitié de ceux du Front National qui disent finalement c'est normal. Attaquer un responsable politique de cette façon-là, c'est normal, alors, si ça fait partie du jeu politique. C'est pas les électeurs, dans mon souvenir, ce sont ceux qui se sentent proches d'eux. Oui. Bon, non mais c'est une petite différence. Eh bien, oui, mais ça veut dire quand même que c'est grave, ça veut dire que vous n'avez pas le partage des valeurs. On peut faire ça. Voilà. La question c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir ce type d'action politique, et 60% des Français proches de France Insoumise disent oui. 13% de La République En Marche, 20% de LR disent non. Voilà. Donc il y a un vrai clivage. Là. Voilà, et ça veut dire que les valeurs républicaines, parce que souvent on dit les valeurs républicaines, mais la protection de la vie privée, de l'intimité, des conversations privées, les conversations privées, c'est de ça dont on parle. Un échange, quel que ce soit par SMS, par téléphone ou par courrier, ça reste une conversation privée. Cela devrait être quelque chose que tout le monde défend. Vous qui avez un peu de recul sur ce type d'événement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il est temps de réfléchir, y compris d'un point de vue législatif,
législatif à la régulation d'Internet. Il ne s'agit pas de dire on ne va pas revenir au monde sans Internet. Personne n'a envie, enfin en tout cas moi je n'ai pas envie de revenir à quand il n'y avait pas Internet. Il n'est pas question de censurer Internet. Il est question simplement de dire qu'il y a des choses, ça se fait pas. Voilà. Et ça, c'est le propre du débat démocratique, de fixer la limite de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Ça passe par la loi. La justice, et là, c'est déjà interdit par la loi, François. Pourquoi vous voulez en rajouter? Eh bien, voyons justement si la loi va être bien appliquée. Vous savez que c'est une loi de 2016, hein, c'est récent, sur ce qu'on a appelé la condamnation du revenge porn, hein, des vengeances sur la base d'images intimes. Eh bien, cela, on verra si c'est bien appliqué. Mais vous savez très bien que, par exemple, la propagation de fausses nouvelles, c'est quelque chose qui existe depuis le 19e siècle, qui est condamné depuis le 19e siècle, parce que dans le droit de la presse, aujourd'hui, ça n'est absolument pas appliqué sur Internet. Chacun le voit bien. Vous expliquez donc, comment cette forme de, pas de négligence, de laxisme, d'inconscience? On a laissé s'installer l'idée que Internet, c'était une espèce de Far West. C'est un endroit où on fait ce qu'on veut. C'est vrai que s'il se passe des choses formidables sur Internet aussi. C'est très bien. Évidemment, c'est un formidable outil de partage de connaissances, on peut communiquer directement, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de principes que l'on doit respecter, que l'on soit sur Internet ou sur d'autres supports. Vous avez porté plainte, vous? Oui. Contre qui? Contre Mediapart, par rapport justement à une diffamation fondée sur quelque chose de faux. J'ai déjà démontré que c'était faux et archi-faux. Bon, mais voyez, le problème... C'est sur l'histoire de l'appartement, oui. de l'emprunt de l'appartement. Voyez, le problème, c'est que le procès a été fixé à février 2021. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise notre monde d'aujourd'hui, et particulièrement Internet? C'est l'accélération. C'est l'hyper-rapidité. Donc la justice doit être dans ce temps-là. Elle n'est pas. Il y a une différence entre le temps de la justice et le temps d'Internet. Ça, c'est un problème. Bien sûr. Il faut absolument qu'on réfléchisse. On ne va pas ralentir Internet. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut quand même qu'on ait des procédures qui permettent aux citoyens. Encore une fois, c'est la protection des citoyens. C'est le boulanger du coin, comme l'enseignant, comme l'ouvrier, comme le cadre, comme n'importe qui doit être protégé par rapport à sa vie privée ou par rapport à des attaques mensongères. Si demain on dit une horreur sur Madame Martichoux sur Internet, mais vous verrez que vous ne pourrez rien faire et vous allez déposer une plainte et vous aurez un procès qui arrivera 2 ans ou 3 ans après. C'est pas possible de vivre comme cela alors qu'Internet, lui, vit en accéléré. Donc vous ne trouvez pas normal que ce soit jugé dans un an?